Bon, on va déjà démarrer, parce qu'il n'y a rien de mieux que des images pour comprendre, par un film. Alors, on va commencer avec vous, François Prisbilco, puisqu'on espère que Yann Adno va nous rejoindre. Il avait dit qu'il serait là, hein, il vous l'a dit. Bon. Ce qu'on a vu là, alors vous avez préparé, hop, vous avez des slides. Toc. Hop. Non, vous avez... Si, on peut y aller. Alors on peut y aller. Bah, écoutez, je vous laisse la maîtrise. Elles apparaissent ici. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mon propos va être un peu de compléter entre guillemets ce qui vient d'être dit dans la table ronde précédente sur un sujet qui est celui des terres cholées, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs types de matériaux et plusieurs enjeux dans les métiers du recyclage, et l'un des enjeux se situe sur ces problématiques de terre. On en a parlé avant, c'est le sujet du Grand Paris qui génère évidemment beaucoup de déblais actuellement et surtout à venir. Et on se retrouve dans une situation un peu particulière et pour moi un peu contradictoire. C'est-à-dire que nous sommes en Seine-et-Marne là, et on sait qu'il y a en tout cas des questionnements sur les problématiques de mise en stockage des déchets, notamment des terres. Face à ça, on a donc une augmentation potentielle des volumes de terre à venir. Et puis, on a face à ces deux situations des solutions de recyclage qui sont en place depuis plusieurs années en Île-de-France et qui pourtant ont du mal à émerger. Et donc, l'objectif sur ce paramètre et sur ce matériau que constituent les terres cholées, c'est vraiment de développer... Vous pouvez l'applaudir. Allez, vous vous installez. C'est vraiment de développer et de pouvoir, je dirais, créer une nouvelle filière au niveau des matériaux et au niveau des terres cholées. Alors, comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, le Prédex sur la version précédente fixait des objectifs de recyclage à 2 millions de tonnes de terres cholées d'ici 2020, 5 millions en 2025. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est à moins d'1 million de tonnes. Donc ça veut dire qu'il faut doubler en 2 ans pour atteindre ces objectifs-là. Alors, oui. C'est quoi ce matériau? Alors, ce matériau, en fait, c'est pas un matériau nouveau.
En fait, on a souvent tendance à dire que c'est un peu des techniques innovantes, alors que dans la réalité, ça n'en est pas, puisque, pour donner les grandes bases, ça ne reprend en fait que le traitement de sol, qui est fait depuis de nombreuses années par les terrassiers, sauf que ce matériau-là est maintenant réalisé sur des plateformes avec des process industriels. Et donc ça consiste en fait à réceptionner des terres inertes, et je précise bien des terres inertes, d'avoir une opération de criblage dessus, de les choler, en vue de les rendre utilisables en technique routière. Donc l'effet de la chaux a justement pour objectif de rendre ces matériaux le plus insensibles à l'eau possible. Voilà, donc on est sur ces matériaux-là qui, je le répète, ne sont pas en fait nouveaux. En fait. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à les faire monter en puissance. Yann Adnaud, la communauté de communes de Marne-et-Gondoire, vous y êtes chargé des opérations eau et assainissement. C'est 20 communes et un peu plus de 100 000 habitants. Alors, un peu plus de 100 000 habitants. Bon, et comment vous avez intégré aux travaux que vous menez l'utilisation de ces terres cholées? Pourquoi et à quoi ça correspond cette volonté? Alors à l'origine, c'est une volonté politique. Sans volonté politique, je pense qu'on n'arrive pas à grand-chose. À la création de la communauté d'agglo, les élus ont apporté une importance à leur territoire et à leur environnement. Et quand on a pris l'assainissement, ça a été naturel d'utiliser des matériaux recyclés. Alors sur quel chantier actuellement il y a utilisation de ce matériau? Alors, on est sur un chantier à Torigny actuellement. On va avoir une utilisation de 240 mètres cubes de terre cholée. Qu'est-ce qui fait que ce matériau, quelles sont les clés de la réussite? Comme pour tout matériau, déjà un bon matériau, une bonne fabrication. Donc, au niveau des entreprises comme Iprema. Après une bonne mise en œuvre, donc les entreprises de travaux publics, et pour ce qui est du limon traité particulièrement, de faire attention à bien protéger le matériau, puisqu'il ne faut pas qu'il soit lavé au niveau des intempéries s'il y en a. Donc protection en stockage et protection au niveau de la tranchée également. On l'a vu dans le film, hein, il y avait... Alors, Jérôme Sanson, c'est vous qui allez nous parler de sa mise en œuvre. Alors voilà, je vais vous parler un peu de la mise en œuvre de ce matériau. Donc ce matériau, comme disait Yann Adnaud, la base c'est d'avoir un bon produit déjà. Là je vous parle un petit peu d'AMR, avec qui on travaille exclusivement sur ce matériau-là. On a mis 2-3 ans à avoir un bon produit. Et là on a un excellent produit actuellement, et c'est quand même la base de l'efficacité. Alors ensuite, la mise en œuvre. La mise en œuvre est une mise en œuvre, alors, je dirais, un peu plus compliquée que les autres matériaux naturels. Il faut faire attention à un ennemi principal, c'est l'eau. C'est un matériau qui est très sensible à l'eau. Alors l'eau qui peut venir donc, de la pluie, des sources aussi, possibles qu'on trouve dans le terrain, de l'humidité du terrain, parce que c'est un matériau étant traité à la chaux absorbe l'eau. Donc dès que la chaux n'absorbe plus l'eau, le matériau se gorge d'eau et n'est plus du tout utilisable. Et voilà, et c'est un matériau qu'on utilise nous depuis 6-7 ans, avec un prémisse au démarrage qui était un peu compliqué pour les questions de compactage de ce matériau-là. C'est un matériau qui demande, quand on le met en place, que ce soit sous voirie, sous plateforme ou sous assainissement, qui demande un compactage spécifique, qui n'est pas le même qu'un matériau naturel ou même qu'un béton compressé qu'on utilisait précédemment. Mais une fois le compactage assimilé par les équipes de travaux, après c'est un matériau qui se met très très bien en place et qui est très facile d'utilisation. Mais toujours qu'il doit être protégé par un matériau au-dessus, qui est un matériau naturel ou béton concassé, pour toujours l'ennemi, l'eau, toujours le même. Pour vous, quelles sont les clés de la réussite? Enfin, comment réussir à doubler la quantité mise en œuvre? Il faut une volonté déjà, j'imagine. Alors déjà, c'est les acteurs publics qui doivent prendre la décision de mettre en place. Et puis après, aussi à faire avec les bureaux d'études, avoir un relais auprès des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour mettre en place ce type de matériaux.
Et donc, il y a un gros boulot au niveau des bureaux d'études en communication sur ces matériaux pour que ça soit mis en place. Non, effectivement, à mon avis, pour développer ce matériau, ça nécessite en fait la contribution de chacun. C'est-à-dire au départ, tous les acteurs. Exactement, des entreprises de recyclage qui produisent un matériau de qualité et qui se doivent de fournir des matériaux avec certaines caractéristiques techniques définies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'entreprise de travaux publics qui, effectivement, il y a une mise en œuvre qui peut être un peu différente des matériaux traditionnels. Et donc, ça nécessite aussi des changements d'habitude dans cette façon de faire. Et puis le troisième élément, ça vient de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de préconiser les matériaux et de laisser à un moment donné aussi la liberté aux entreprises de pouvoir proposer ce matériau-là pour qu'ils puissent se développer. C'est les variantes. C'est les variantes. On entendait tout à l'heure, ça fait de nombreuses années qu'on entend que dans les cahiers des charges, effectivement, il faudrait que les matériaux recyclés soient mis en solution de base et qu'on soit dans l'inversement de la situation, c'est-à-dire de préconiser à un moment donné les matériaux recyclés et pas des matériaux dits naturels. Ça fait des années qu'on en parle. Il faut passer à l'acte. Alors pour ça, il y a un guide qui a été édité et qui reprend les points essentiels, comment l'élaborer, comment l'utiliser, etc., etc. Ce guide, comment on peut l'avoir ? Alors, faudra. Je pense demander que je pareil à Ariane. Non, mais en fait, l'objet de ce guide, c'était, on se retrouve face à des situations où soit les maîtres d'œuvre, soit les maîtres d'ouvrage ont une réticence par rapport, en tout cas des hésitations par rapport à ce matériau-là, par manque de connaissances. On leur montre le guide. Et donc l'idée, c'est que les professionnels sont organisés pour répondre à des questions très opérationnelles et très pragmatiques sur l'utilisation de ce matériau-là, en vue de les rassurer et d'avoir des exemples d'utilisation concrète de façon à développer ce matériau-là. Donc je dirais que du côté des recycleurs, on a pris notre part de travail et on a créé ce document. Ils sont prêts, il faut leur demander la mise en œuvre de ce matériau. Voilà. Tout à fait. Merci à vous, trois.